Et voici Andor, un jeu de coopération et d'aventure pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Michael Menzel, édité par Yellow. Au niveau du matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu recto-verso qui représente le pays d'Andor d'un côté et les mines des nains de l'autre côté. Puis nous avons 4 feuilles de personnages, chacun choisira le personnage de son choix. Nous avons le nain, alors il est à noter qu'au verso, vous avez aussi le même personnage mais en féminin, donc on peut jouer le sexe que l'on veut. Donc nous avons le nain, le guerrier, toujours avec des magnifiques illustrations de Menzel. Nous avons l'archer et l'archère, et nous avons le magicien ou la magicienne. Chacun va recevoir aussi le personnage de son choix. Effectivement, dans chacune des couleurs, il y a le dessin masculin et le dessin féminin. C'est assez accessoire, mais c'est toujours assez rigolo. Donc chacun va récupérer le personnage qui correspond au sexe qu'il a choisi. L'autre pourra être remis dans la boîte. Puis chacun reçoit aussi des dés correspondant à sa couleur de socle, et il n'y a pas le même nombre de dés suivant les personnages, c'est tout à fait normal. Nous avons ensuite un petit cube qui servira à compter les points de force, pour l'instant on peut le laisser ici. Et ensuite nous avons 2 jetons, un qui servira à compter les points de volonté, et l'autre qui servira à être placé sur le plateau de jeu, sur la case lever du soleil qui se trouve en haut du plateau. On a ensuite un pion narrateur qui sera toujours placé sur la case A qui se trouve à côté du plateau de jeu, des jetons gris brouillard, un ensemble de pièces de valeur 1 et 2, un ensemble de monstres évidemment, dans lesquels vous trouverez des gores, ce sont ces espèces de petits monstres là. Nous avons aussi des skrulls, une espèce d'hommes bêtes. Nous avons des trolls, et nous avons des wardrakks. Et enfin, nous avons un énorme dragon, comme ceci, sympathique, mais qui n'arrivera que dans les derniers scénarios, évidemment. Ces monstres disposent d'un cube pour noter leur force, d'un jeton pour noter leur point de volonté. Nous avons 3 dés rouges normaux, et 4 dés allant de 6 à 12, des dés spéciaux noirs. Vous trouverez aussi un plateau spécial d'aide de jeu avec déroulement des combats d'un côté et de l'autre côté les objets que vous pourrez acheter au marché. Une plaquette N, ensuite nous avons des petits jetons représentant des puits, des petits jetons avec une étoile qui serviront de marqueur dans la majorité des scénarios, des croix qui vous serviront à marquer certains emplacements suivant les scénarios aussi. Puis différents pions qui vous permettront d'acheter des objets au fur et à mesure des différentes parties, des tuiles spéciales bleues comme ceci qui serviront dans la partie d'initiation uniquement, plein de marqueurs et de types de pions différents que je ne vais pas tous vous présenter en détail car ils arrivent suivant les scénarios, ils ne sont pas toujours mis en place. Et enfin, un paquet de cartes. Nous avons une carte avec une flèche verte comme ceci qui servira aussi dans le scénario d'initiation. Des cartes événements avec un dos gris, avec un dos doré, avec des espèces de tentacules dessinés dessus. Ensuite, nous avons des cartes destin qui serviront uniquement dans certains scénarios. Et enfin, une carte installation qui servira dans la majorité des histoires, sauf la légende 1. Et enfin, un paquet de cartes légendes qui vous permettront de faire les scénarios. Effectivement, les scénarios se présentent sous forme de cartes, en fait. Et dans le jeu, il y a 5 scénarios disponibles, avec à chaque fois le numéro indiqué comme ceci. Alors, les scénarios sont appelés légendes. Et enfin, des cartes avec légende 6 qui vous permettront, comme elles sont vierges, de créer vos propres scénarios si vous avez un peu d'imagination. Voilà donc pour l'énorme matériel qu'il y a dans ce jeu. Heureusement, à chaque scénario, on n'utilisera qu'une partie, en fait, de ce matériel. Donc là, c'était une présentation générale. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, dans Andor, les joueurs sont un groupe d'aventuriers qui allaient aider, en fait, le pays d'Andor à se défendre en général contre des monstres lors de différents scénarios qui sont proposés dans la boîte. C'est donc un jeu de coopération où tous les joueurs vont devoir réfléchir et jouer ensemble contre le jeu pour parvenir aux objectifs qui leur seront donnés au fur et à mesure du jeu dans les scénarios présentés sur les cartes.
Alors, comment on joue? Eh bien, cette vidéo va être un petit peu particulière, car effectivement, Andor est très bien fait en termes d'ergonomie. Effectivement, on apprend les règles au fur et à mesure des scénarios. On commence en prenant le scénario d'initiation, qui est présenté sur la règle du jeu. Effectivement, les règles d'introduction ne font que 2 pages comme ceci, et on commence avec les règles d'introduction en lisant à tout le monde ce qui se trouve sur la première page pour savoir comment se déroule le jeu. C'est écrit assez gros, donc ça va assez vite. Hop, et on avance comme ceci avec le premier scénario d'introduction. Et vous allez apprendre les règles au fur et à mesure du jeu, et ensuite les scénarios vont devenir de plus en plus complexes, il va y avoir de plus en plus de matériel qui va se rajouter, et voilà, au bout d'un moment vous saurez parfaitement jouer, tout en n'ayant pas eu besoin de lire beaucoup de règles. Alors, que faut-il pour le scénario d'introduction? Eh bien, vous avez besoin juste des petits monstres, les petits gores qui se présentent comme ceci, ainsi qu'un Skrull. Les autres, vous pourrez les remettre dans la boîte. Pour les cartes de légende, vous utiliserez évidemment que les cartes avec la légende 1. Donc, vous allez trier vos cartes en récupérant toutes les cartes de la légende 1. Voilà, toutes les autres peuvent être remises dans la boîte. Dans ces cartes de légende 1, vous avez 2 cartes spéciales, une où des armes sont représentées et une où des personnages sont représentés. Vous allez placer ces 2 cartes comme ceci, face cachée, à côté du plateau de jeu. Pour l'instant, vous ne les utiliserez pas. Les autres, vous allez les classer dans l'ordre avec le cartouche vert qui est marqué ici, en mettant la A1 en premier et en finissant par la N. On met les numéros dans l'ordre quand il y a des numéros, donc A1, A2, puis ensuite les autres dans l'ordre, et on dispose ceci à côté du plateau de jeu aussi, face cachée. Dans les cartes événements, vous n'allez prendre que les cartes événements qui ont un dos gris, ça fait un petit paquet que vous allez bien mélanger, et après l'avoir mélangé, vous placerez cette carte qui est la première du jeu d'introduction par-dessus le paquet que vous allez disposer à côté du jeu. Chacun vérifie qu'il a bien placé un de ses jetons de couleur représentant son personnage sur la case lever du soleil à cet endroit-là, et ensuite vous allez récupérer les tuiles bleues d'introduction, comme ceci, que vous allez disposer sur le plateau de jeu en suivant les instructions qui sont inscrites sur la règle du jeu. Il y a un puits qui se trouve ici, vous allez placer la tuile puits sur cette case, vous avez une tuile marchant avec ce symbole-là qui sera placée sur le symbole correspondant, sur la case du symbole correspondant. Vous avez une tuile de valeur 1 qui sera disposée sur la case 20, qui se trouve ici. Vous avez une tuile trésor 2 qui sera, elle, mise sur l'héroïne ici de la case 17. Et enfin, vous avez 3 cartes brouillard, comme ceci, qui seront disposées, en fait, sur le 11, le 12 et le 13. Alors, les tuiles sont un peu plus grandes que les cases, mais bon... Ouais. Le scénario d'introduction, la légende 1, s'appelle l'arrivée des héros, et donc chaque joueur va faire débarquer son personnage à un endroit particulier d'Andor. Le magicien arrive par la mer, l'archer arrive par la forêt sur la case 53, le magicien c'est la case 9, le nain débarque de sa mine à la case 43, et enfin le guerrier arrive par les bois à la case 25. Les pièces d'or sont disposées à côté du plateau de jeu, et maintenant nous allons nous occuper de la feuille de personnage de chaque joueur. Alors, chaque joueur peut se présenter, il a son nom de marqué. Thorn, par exemple, le guerrier des plaines d'Andor, il a un rang, lui c'est le rang 14. Effectivement, lors de certaines actions, on vous demandera de fonctionner par ordre de rang. Il y a une capacité spéciale pour chaque personnage qui est inscrite. Chacun possède une bourse dans laquelle il pourra mettre en fait les pièces d'or et les pierres précieuses qu'il ramassera au fur et à mesure du jeu, et cette bourse est infinie, on peut mettre autant d'argent que l'on veut au fur et à mesure du jeu. Ici, il y a le dessin du personnage qui lui permettra de récupérer parfois certains objets, comme un aume, comme un arc, ou bien un bouclier, enfin voilà, vous le verrez au fur et à mesure du jeu. Il y a 3 emplacements permettant de récupérer des objets spéciaux qui sont sous forme comme ceci, carré, mais par contre là, ce n'est pas limite, ce n'est pas infini, en fait, les emplacements sont limités, on ne peut porter que 3 objets au fur et à mesure du jeu.
Et enfin, nous avons nos points de force. Lors de la première partie, et cette partie d'initiation, chaque héros a un point de force. Et nous avons aussi les points de volonté. Chaque joueur va avoir 7 points de volonté qui vont représenter un petit peu les points de vie du personnage. On va pouvoir en gagner, mais on va aussi pouvoir en perdre. Si on arrive à 0 points de volonté, malheureusement, on va avoir des problèmes. Ces points de volonté vont aussi permettre de savoir combien le personnage va pouvoir lancer de dés lors d'un combat. Donc là, par exemple, le personnage, s'il se trouve entre 7 et 13 points pour le guerrier, il pourra lancer 3 de ces dés lors d'un combat. S'il arrive à passer au niveau 14 ou plus, il pourra lancer 4 dés, et s'il passe en dessous de 7, eh bien, il n'aura que 2 dés à lancer lors des combats. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Eh bien, lors du tour d'un joueur, celui-ci ne va pouvoir réaliser qu'une seule action. Une fois qu'il aura réalisé son action, eh bien, on passera au tour du joueur de gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. Autour de la table, chacun pourra réaliser une action. Chaque action va dépenser des heures sur le circuit qui est dessiné sur le plateau de jeu, et qui commence par la case lever du soleil. Effectivement, les journées des héros sont de 7 heures, normalement, et surtout dans cette partie d'initiation, et chaque action va donc dépenser un certain nombre d'heures. Si jamais un joueur a dépensé ces 7 heures, eh bien, il ne pourra plus faire d'action pour le tour en cours, et les autres joueurs vont continuer à jouer jusqu'à ce que tout le monde ait dépensé ces 7 heures avant qu'on change de journée. Alors, lors de ce scénario d'introduction, les joueurs n'ont pour le moment qu'une seule action disponible, celle de se déplacer. Lorsqu'un joueur désire se déplacer, il va pouvoir avancer d'autant de cases qu'il souhaite, et avancer son marqueur de temps d'autant de cases qu'il a traversées. Alors attention, sur le jeu, il y a des flèches, mais elles ne concernent pas les personnages. Vous pouvez passer d'une case à l'autre en suivant les flèches ou en ne les suivant pas, ça n'a aucune importance. Alors, lors du tour d'un joueur, celui-ci va pouvoir activer les jetons s'il termine son déplacement sur un jeton particulier, qui sont pour l'instant représentés par ces tuiles bleues sur lesquelles sont expliqués ce qu'il se passe lorsqu'on va tomber dessus. Donc si par exemple c'était au guerrier de jouer, il aurait parfaitement le droit de dire 1, 2, 3, j'avance de 3 cases, je dépense donc 3 heures pour pouvoir avancer. Comme j'ai terminé mon tour sur cette tuile, eh bien je vais pouvoir réaliser ce qui est marqué dessus. On n'est absolument pas gêné par les tuiles ou par les autres personnages, et on peut parfaitement les traverser s'il y avait un autre joueur ici, ou même finir sur la même case. Il n'y a pas de limite en fait au nombre de personnages. Donc là par exemple, le guerrier pourrait dire 1, 2, 3, 4, j'ai traversé les cases, j'ai dépensé 4 heures, et je n'ai rien effectué, car je ne peux effectuer une action particulière sur un jeton que si je finis mon déplacement dessus. Dernière possibilité, un joueur lors de son tour peut décider de passer son tour, c'est-à-dire de ne rien faire et de rester sur la case. Par contre, ça va quand même lui coûter 1 heure s'il décide de ne rien faire. Pour le moment, c'est tout ce que les joueurs ont besoin de savoir avant de commencer la partie. On va donc pouvoir tirer la première carte A1 du paquet et lire à tout le monde ce qui est marqué dessus pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir faire. Là, par exemple, les éclaireurs du roi n'en croyaient pas leurs yeux, le prince Thorald était de retour, il a mené avec lui les héros les plus courageux de tout Andorre. Et oui, c'est vous. Dans cette première partie du jeu d'introduction, les héros doivent accomplir 4 missions avant que la véritable aventure ne commence. Effectivement, il y a un peu une pré-mission avant de commencer véritablement le scénario. Les missions sont les suivantes. Au moins un héros doit retourner un jeton brouillard. Nous avons vu qu'il y a 3 jetons brouillard de placer. Un héros devra en retourner un. Au moins un héros doit acheter chez le marchand qui se trouve ici. Il doit acheter un point de force, et pour pouvoir acheter ce point de force, il devra dépenser 2 pièces. Mais pour le moment, les joueurs n'ont pas d'or. Et pour gagner cet or, il leur faudra s'arrêter sur les tuiles où se trouve un trésor 2 ou un trésor 1. Ils pourront alors récupérer cet or et ensuite aller chez le marchand pour acheter leur point de force. Troisièmement, un héros doit vider le puits que l'on a placé ici à côté du château. Il faudra donc s'arrêter dessus aussi pour le faire. Et enfin, un héros doit terminer son déplacement dans le château qui se trouve ici. C'est la grande case marquée 0 sur le plateau de jeu.
On nous indique ensuite sur la carte que c'est le héros au rang le plus bas qui va commencer, donc là c'est le nain qui a un rang 7 qui sera le premier joueur, et pour symboliser qu'il sera le premier joueur, on prend sa pierre de temps que l'on place sur la case coq qui est dessinée sur cette même case. C'est donc ce joueur-là qui va commencer, et les autres vont ensuite jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table, sans s'occuper de leur rang. Il n'y a que le premier joueur qui est désigné autour de la table. Alors, bien évidemment, si vous êtes moins de 4 joueurs, eh bien, on ne placera que les personnages correspondant aux joueurs. Et donc, voilà, on prendra celui qui a le rang le plus bas, ce sera lui qui commencera parmi les joueurs présents. On nous indique ensuite sur la carte de lire maintenant la carte légende A2, donc on pose cette carte, on tire la carte légende A2 et c'est reparti pour la lecture. Note, le château case 0 peut être traversé comme une case normale. Effectivement, le château, eh bien, on peut le traverser ou bien s'y arrêter comme si c'était une case tout à fait classique. On nous précise que les joueurs n'ont pas le droit de s'arrêter sur les cases du fleuve. Il faudra traverser le fleuve en utilisant les ponts qui sont dessinés dessus. On nous précise ensuite que les joueurs n'ont que 7 heures à leur disposition pour réaliser les 4 missions que nous avons vues. Donc je vous rappelle, retourner un jeton brouillard, acheter un point de force chez le marchand avec de l'argent, aller boire au puits, et qu'un joueur rentre dans le château. Cette première partie du jeu d'introduction se terminera si tous les joueurs ont réussi à faire les actions et qu'un joueur rentre dans le château en dernier. Donc il faudra d'abord faire toutes les autres actions avant qu'un joueur rentre dans le château sur la case 0. Ou si tous les joueurs ont dépensé leurs 7 heures et que malheureusement ils n'ont pas réussi, donc on sera obligé de recommencer ce mini-scénario. Mais bon, normalement vous devrez y arriver, c'est assez simple. Alors, voyons un peu plus en détail les actions que l'on peut réaliser sur les tuiles bleues. C'est marqué dessus, donc c'est très simple, il suffit de lire en début de partie qu'est-ce qui va se passer quand on tombe sur telle ou telle case. Si on tombe sur un trésor, on enlèvera la tuile trésor et on prendra dans la réserve une pièce correspondant au trésor en question pour le mettre dans la bourse de sa feuille de personnage. Si on tombe sur le puits, un joueur gagne immédiatement 3 points de volonté. Il avancera donc son marqueur jaune de 3 cases comme ceci. Et le puits ne sera pas défaussé, il sera retourné face cachée pour montrer que le puits est vide et que plus aucun joueur, pour le moment, ne peut aller y boire. Pour la case du marchand, si un joueur termine son déplacement ici, il aura le droit immédiatement, s'il le souhaite, d'acheter des points de force pour 2 sous, pour 2 ors. Si un joueur a donc préalablement récupéré de l'or, il pourra donc payer 2 au marchand pour gagner 1 point de force et faire progresser son petit cube. Enfin, pour les cases du brouillard, si un joueur traverse le brouillard, il ne se passera rien, mais par contre, s'il s'arrête sur une case de brouillard, il est obligé de retourner le jeton brouillard et d'effectuer ce qui est marqué dessus. Vous pouvez donc trouver de l'or sur ces parties d'initiation. Vous pouvez gagner des points de volonté qui sont toujours représentés par ce symbole, donc gagner 2 points de volonté, ou vous pouvez gagner 1 point de force grâce à cette dernière tuile. Une fois que les joueurs ont réalisé cette pré-mission, eh bien ils vont garder en fait tous les sous et les points qu'ils ont pu gagner en force et en volonté avant de passer au vrai scénario proprement dit. Pour cela, tout le monde va revenir sur la case lever du soleil avec son jeton. Les personnages vont rester en place, cependant on va retirer toutes les tuiles. Effectivement, on n'en a plus besoin, elles ne servent vraiment que pour l'initiation. On peut donc les remettre dans la boîte et on va passer à l'installation du prochain scénario. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les puits, effectivement y boire ça permet de récupérer 3 points de volonté, eh bien on va placer des jetons puits comme celui-ci partout sur les endroits du plateau où un puits est dessiné. Il n'y en a pas seulement qu'à côté du château, là où nous avions placé notre grosse tuile bleue au début, mais il y en a un petit peu partout sur le jeu, et on va donc disposer un puits sur chacun des puits, mais pour l'instant sur sa face grise. On nous indique ensuite qu'on a besoin d'un jeton parchemin qu'on va placer à côté du plateau de jeu, ainsi que d'un petit X rouge qui serviront plus tard dans le scénario, mais comme ça on a le matériel de déjà préparé. Ensuite on va récupérer
les petits marqueurs avec une étoile rouge comme ceci, et on va les disposer sur les cases qui sont indiquées sur la règle du jeu, sur la case B, sur la case C, sur la case D, sur la F, sur la H, sur la N qui est tout en haut ici. Les autres pourront être redisposés à côté du plateau de jeu. On vérifie bien qu'on a placé le pion narrateur sur la case A, que c'est bien la B1 qui est présente en carte légende sur le dessus du paquet. On va placer le petit cube des monstres sur la case 2, car effectivement on va surtout rencontrer des gores, et sur la case 4 ici pour les points de volonté des monstres. On place le plateau, le petit plateau sur la case déroulement des combats, ainsi qu'à côté les 2 cartes de légende spéciales. Enfin, on va prendre les jetons brouillard, qui se présentent maintenant comme ceci, et qui ont donc des symboles représentant la même chose que ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, gagner des points de force, gagner de la volonté. Il y a aussi des gagner une carte, nous verrons comment ça fonctionne ensuite. Et attention, on nous précise que pour ce scénario-là, il nous faudra retirer certaines tuiles dont on n'a pas besoin pour l'instant. Une tuile avec une sorcière, 2 tuiles avec des gores de représenter, et enfin une tuile avec une autre. On enlève ces tuiles-là du jeu. Celles-ci, on les place face cachée avant de bien les mélanger. Et ensuite, on va les installer au hasard sur chacun des emplacements ronds qui sont dessinés sur le plateau de jeu. Mais attention, on n'en placera pas sur des cases où se trouvent éventuellement des héros. De toute façon, il n'y a pas assez de jetons pour remplir toutes les cases du jeu, c'est normal. On remplit donc celles que l'on souhaite, c'est pas grave s'il y a des cases sur lesquelles il n'y a pas de jetons brouillard. Maintenant, parlons un peu plus en détail de la piste du temps. On a déjà vu qu'en fait, les joueurs vont pouvoir avancer d'heure en heure à chaque fois qu'ils font des actions spécifiques. Donc pour l'instant, l'action se déplacer. Et donc, par exemple, premier joueur, s'il est vert, hop, il pourrait dépenser 4 heures. Le deuxième pourrait dépenser 3 heures pour se déplacer. Celui-ci pourrait dépenser 7 heures d'un coup s'il le souhaite. On repasse au joueur suivant qui décide de dépenser 2 heures. Le premier joueur, je ne sais plus lequel c'était, mais bon, pourrait décider d'avancer encore d'un certain nombre d'heures. Et quand ça va repasser au joueur bleu, comme il se trouve à la fin de la journée, eh bien, il va passer son tour, enfin, en fait, c'est ça, il va suivre la petite flèche pour indiquer qu'il a terminé sa journée. Quand c'est à nouveau à lui de jouer, il se place sur la case du lever du soleil et sur la case coq pour indiquer que ce sera le premier joueur à commencer la manche suivante. Les autres vont ainsi de suite continuer leur déplacement, jusqu'à ce que tout le monde se retrouve sur la case lever du soleil. Et lorsque tout le monde est sur la case lever du soleil, la journée est terminée et on va devoir suivre les instructions qui sont inscrites en bas de cette case. Alors attention, en cas d'urgence, les joueurs vont pouvoir faire des journées de plus de 7 heures, en faisant une journée de 8, de 9 ou de 10 heures. Donc quand c'est un joueur de jouer, s'il a vraiment besoin de dépenser des heures supplémentaires, par exemple pour progresser plus loin, il aura le droit d'utiliser ceci, mais attention, chaque heure en plus de la 7e va coûter 2 points de volonté qu'il faudra donc réduire sur sa feuille de personnage. Voilà donc pourquoi un joueur qui arrive à la 7e heure ne se place pas directement sur la case lever du soleil, il attendra son prochain tour, et c'est seulement à son prochain tour qu'il décidera s'il désire finir sa journée, ou s'il désire dépenser en fait des points de volonté pour poursuivre sa journée et ses actions. Au tour d'après, il décidera à nouveau s'il veut arrêter sa journée ou s'il désire encore continuer à dépenser des heures supplémentaires, coûteuses en points de vie, en points de volonté. Alors pour l'instant, un joueur vient d'arriver au château, et donc c'est ce joueur qui est le premier à être arrivé au château sur l'introduction qui va se placer sur la case du coq, qui commencera donc la partie une fois qu'on aura lu les premières cartes de légende. Mais tout d'abord, nous allons voir comment fonctionne en fait la case lever du soleil en effectuant toutes les instructions qui sont inscrites dessous. Ces actions devront être réalisées à chaque fin de journée. Premièrement, on tirera une carte événement, ensuite on déplacera tous les gores, puis tous les autres personnages dans l'ordre dans lequel ils sont représentés. Ensuite, on remplira les puits, et enfin, on avancera le narrateur. Alors, la carte événement, on la tire, et lors de cette partie d'introduction, c'est la carte que l'on a placée sur le dessus avec ce symbole vert que l'on lit. Carte de départ.
Soudain des cris résonnèrent dans le pays. Ils arrivent, des gores surgirent à l'aube. Chombourg était en danger. Placez un gore sur les cases, nanana, je vous dis pas les numéros car c'est mieux de découvrir en fait où ils apparaissent au fur et à mesure, même si un héros se trouve sur ces cases, on place quand même un monstre à cet endroit-là. Après avoir effectué cette carte, eh bien on va avancer les monstres dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués. Donc tout d'abord on commence par les gores, et bien ça tombe bien car pour l'instant il n'y a que des gores. Alors on fait toujours progresser les monstres dans l'ordre des numéros, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc là par exemple, c'est celui-ci qui se trouve sur la case 16 qui va d'abord avancer, et on les avance tout simplement en suivant les flèches. Nous avons vu que les flèches ne servent pas pour les personnages, par contre elles vont servir pour les monstres. Là par exemple, hop, il avance ici. Ensuite on s'occupe du 22, le 22 va avancer en suivant la flèche, il arrive sur le 19. Ensuite, c'est le 23 qui, normalement, devrait arriver sur la même case que son partenaire monstre. Mais les monstres ne sont jamais dans le jeu deux sur la même case. Dès qu'un monstre arrive sur une case déjà occupée par un autre monstre, eh bien, il va avancer d'une case supplémentaire en suivant les flèches. Donc, vous comprenez que de partie en partie, eh bien, les joueurs vont avancer, enfin, les monstres risquent d'avancer de plus en plus vite s'ils sont surtout groupés les uns à côté des autres. Enfin, on s'occupe du 24 qui arrive sur la case 21. Alors attention, hein, ça ne marche qu'avec les monstres. Si c'était un héros qui se trouvait sur cette case, eh bien, le monstre peut parfaitement aller sur la case du héros, et on ne le fera pas avancer d'une case supplémentaire. C'est uniquement les monstres qui se sautent les uns par-dessus les autres. Ensuite, on fait avancer les autres monstres, donc on s'occupe des Skrulls, s'il y en avait, eh bien hop, ils avanceraient à ce tour-là, pareil, dans l'ordre du numéro du plus petit au plus grand. Et puis ainsi de suite, en fait, chaque catégorie de monstres va avancer l'une après l'autre en suivant ce qui est marqué sur la case. Ensuite, on arrive au symbole de puits qui indique que l'on remplit les puits qui ont précédemment été vidés. Donc toutes les cases de puits sont à ce moment-là retournées face visible, afin de montrer aux joueurs qu'ils peuvent aller à nouveau y boire pour gagner 3 points de volonté. Attention cependant, si un joueur se trouve sur une case puits au moment où on doit les remettre en face visible, eh bien ce puits n'est pas rechargé. Ils ne sont rechargés que s'il n'y a pas de personnages joueurs sur eux. Enfin, dernière action que l'on effectue sur la case lever du soleil, avancer le narrateur d'une case. Alors attention, à chaque fois que le narrateur va arriver sur une case marquée d'une étoile en fonction des scénarios, eh bien c'est qu'en général, cette étoile va correspondre à la prochaine carte de légende. Donc là, B, eh bien c'est la B1. Eh bien immédiatement, comme le narrateur vient d'arriver sur cette case, on va lire la prochaine carte qui va nous indiquer ce que l'on doit faire. Alors, pour ne pas trop vous révéler le jeu, eh bien maintenant je ne vais plus vous tirer les cartes, car effectivement c'est mieux de découvrir le scénario au fur et à mesure du jeu. Sachez juste donc, à chaque fois qu'on avancera le narrateur, on tirera une carte s'il arrive sur une case marquée. De temps en temps, le narrateur arrivera sur une case qui n'est pas marquée, ça veut dire qu'il n'y a pas de carte correspondant à cette case, et donc que les joueurs pourront entamer la prochaine journée de façon normale. Une fois qu'on a fait ce déplacement, eh bien, les joueurs vont pouvoir commencer leur journée par le premier joueur, celui qui est placé sur la case du coq et qui, en général, a été le premier, le premier, à finir la journée précédente. Comment se déroule la suite du scénario? Eh bien, donc on avance petit à petit le narrateur de journée en journée jusqu'à ce que le narrateur arrive sur la dernière case, et en général, dans les scénarios, vous avez une grande mission à réaliser avant que le narrateur n'arrive sur la dernière case du jeu. Si vous y parvenez, vous gagnerez le scénario tous ensemble, en fait, la légende tous ensemble, et vous pourrez éventuellement passer à la légende suivante. Si par contre vous n'arrivez pas à répondre aux conditions qui vous ont été imposées par les cartes que vous tirez au fur et à mesure, eh bien malheureusement, la légende sera perdue. Alors, avant de terminer cette explication, eh bien, je vais quand même vous parler un peu des combats. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, nous avons vu que les monstres avancent en suivant les flèches, et que ces flèches donnent sur le château. Effectivement, dans la majorité des scénarios, mais ça va dépendre effectivement des scénarios, qui peuvent changer un petit peu la donne, eh bien, il faudra éviter que les monstres n'envahissent le château.
À côté du dessin du château se trouvent ici des boucliers qui représentent le nombre de monstres maximum que peut repousser le château. C'est-à-dire que si vous jouez à 4 joueurs, par exemple, on va s'occuper de ce symbole de bouclier qui indique qu'un monstre a le droit d'entrer au château sans que l'on perde la partie. Donc si jamais lors d'une avancée, en fait, un monstre avance et arrive au château, on le placera sur cette case-là et il n'y aura pas besoin de le combattre. D'ailleurs, on ne peut pas combattre sur le château directement puisque les monstres arrivent directement sur ces cases de bouclier. Si on est 4 joueurs, donc par exemple, et qu'il y en a un qui est rentré à cet endroit-là, enfin qui est rentré dans le château et qu'on a placé ici, eh bien si un autre monstre rentre dans le château, eh bien on aura perdu définitivement la partie. Donc si vous jouez à 3 ou à 2 joueurs, eh bien, il y a plus de monstres qui peuvent entrer au château avant que l'on perde la partie. Il va donc falloir gérer en fait l'avancée des monstres au fur et à mesure du jeu pour espérer l'emporter, car pendant que les monstres avancent, il faudra réussir d'autres missions. Alors, sur votre première partie, il faudra attendre que les cartes vous indiquent que vous avez le droit de combattre pour commencer à s'intéresser au combat grâce à cette feuille de déroulement des combats. Alors, comment ça se passe un combat? Eh bien, pour avoir le droit de vous battre, il faudra être sur la case du monstre et ça va vous dépenser une action spéciale. Donc, par exemple, si c'était autour du joueur guerrier, 1, 2, 3, 4, qu'il dépense 4 heures pour se rendre sur une case où se trouve un monstre, eh bien, il ne peut pas engager le combat directement car il a déjà réalisé son action du tour qui est de se déplacer. Il sera donc obligé d'attendre son prochain tour de jeu, une fois qu'on aura fait un tour de table, pour déclarer un combat contre le monstre sur lequel il se trouve. Alors attention, un combat ça prend du temps, donc si je déclare un combat, je serai obligé de dépenser 1 heure pour combattre le monstre. Alors au début, ce sont des gores que l'on va combattre, c'est pour ça qu'on a placé le petit cube ici sous le symbole du gore qui indique qu'il a 2 points de force. Le jeton rond est placé sur ses points de volonté, le gore a 4 points de volonté qui représentent un peu ses points de vie. Pour pouvoir battre le monstre, il faudra le faire arriver à 0 points de volonté, mais celui-ci va évidemment se défendre et peut-être nous faire aussi perdre de la volonté jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Alors, pour combattre, le joueur en question va prendre le nombre de dés auxquels il a droit en fonction de ses points de volonté. Donc là, pour le guerrier, par exemple, s'il est au niveau 7 en points de volonté, il a le droit de lancer 3 dés. Il va donc lancer ses dés, et par rapport à son lancer, il ne va utiliser que le meilleur de ses dés. Effectivement, pour chaque combat, on ne pourra utiliser qu'un seul dé, le meilleur que l'on a obtenu. Donc là, par exemple, 3. Auquel on ajoutera nos points de force. Imaginons qu'il ait réussi à acheter des points de force au marchand, par exemple, il a 2 points de force, ça lui donne un total de combat de 5. Le joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table va jouer le monstre. Il va donc prendre les dés qui correspondent à ce monstre. Le gore, lui, lance 2 dés rouges, donc en fait, ce joueur va lancer 2 dés pour le gore, et de la même façon, il va utiliser le plus gros chiffre qu'il a réalisé, et ajouter les points de force du monstre. Donc là, 6 et 2, 8. Malheureusement, je suis mal pour ce combat, car comme je n'ai eu que 5 points d'attaque et que lui a 8 points d'attaque, eh bien ça fait 3 de différence en faveur du monstre. Eh bien ces 3 points de différence, malheureusement, je vais les perdre en points de volonté. 1, 2, 3, et je passe à 4 points de volonté. Malheureusement, je n'ai pas touché le monstre du tout. À ce moment-là, le joueur doit immédiatement décider s'il veut poursuivre le combat ou s'il souhaite arrêter le combat. S'il souhaite le poursuivre, il va devoir dépenser encore 1 heure de temps pour pouvoir faire un deuxième round de combat contre la créature. Ou bien il peut décider de laisser tomber le combat, il reste sur la case de la créature sans avoir plus de problèmes que ça. Hein. Les monstres n'attaquent jamais les héros, ce sont toujours les héros qui décideront d'attaquer un monstre s'il se trouve sur la même case qu'eux. Même si on est sur la case d'un monstre, celui-ci ne nous fait rien si on ne décide pas d'engager un combat.
Pour continuer mon exemple, mon guerrier pourrait décider de continuer, mais attention, comme il est passé à 4 points de volonté, il ne lance plus que 2 dés d'attaque. Donc il est aussi fort que le gore, puisqu'il a 2 points de force et qu'il lance 2 dés. Hop, malheureusement, il fait encore un jet pourri. Le joueur suivant lance pour le gore, qui fait 2 et 2. Alors attention, les monstres ont une capacité spéciale. Effectivement, à chaque fois qu'ils vont réussir à faire un double, eh bien, leurs points vont être tous comptés. Normalement, c'est le dé le plus fort. Et bien là, quand le monstre réussit à faire un double, eh bien on compte tous les points des dés, donc c'est-à-dire 4 ici, qui s'ajoutent aux 2, ça fait 6. Moi, j'ai 3 et 2, 5. Malheureusement, c'est encore le monstre qui gagne et qui m'inflige un point de dégâts. Aïe aïe aïe. Le joueur peut donc décider de continuer encore le combat en dépensant 1 heure supplémentaire, ou bien de le laisser tomber ici, car il trouve qu'il n'a plus beaucoup de points de volonté. Alors le combat va se terminer soit si le joueur décide de s'arrêter, soit s'il n'a plus assez d'heures, il a déjà dépensé toutes ses heures et il ne peut plus continuer le combat, donc il est obligé de s'arrêter. Ou bien si le joueur arrive à tuer le monstre, effectivement, si jamais il arrive à faire plus que lui, donc imaginons quand même qu'il ait un peu de chance au bout d'un moment, qu'il obtienne un 6 et un 1 par exemple, ou même un 6 et un 6. Alors attention, hein, juste pour vous expliquer justement que le héros n'a pas le droit de doubler ses dés, c'est que les monstres qui ont cette capacité. Donc si il fait 6 et 6, eh bien il n'utilisera qu'un seul 6. Le monstre, imaginons qu'il fasse encore 2 et 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contre 6 et 2, 8, ça fait 2. Je vais donc, bam bam, faire baisser la valeur des points de volonté du monstre de 2. Si j'arrive à l'amener au fur et à mesure à 0, eh bien le monstre sera mort. Alors, que se passe-t-il si un joueur arrive à 0 point de volonté? Eh bien, le scénario va vous dire ce qui va se passer. Dans le scénario d'introduction, par exemple, le joueur va juste perdre ses possessions, il va récupérer 3 points de volonté et il pourra continuer à jouer. Par contre, dans d'autres scénarios, le personnage sera mort définitivement, et donc malheureusement, les autres vont continuer sans lui. Donc voilà, ça dépend des scénarios, on vous explique au fur et à mesure, en fait, ce qui va se passer. Dans le scénario 1, vous avez une carte spéciale fin du combat qui vous explique, lors de la fin de votre premier combat, ce qui va se passer pour un joueur qui aurait éventuellement perdu ou gagné. Dans la majorité du reste des scénarios, par contre, si on arrive à tuer un monstre, eh bien celui-ci ne va pas être retiré complètement du jeu, il va être placé sur la case ici 80. Et sur cette case, il y a un symbole de narrateur qui indique qu'immédiatement, dès qu'on a tué le monstre et qu'il arrive ici, eh bien le narrateur va avancer d'une case. Immédiatement, s'il arrive sur une tuile spéciale, eh bien on va lire la carte suivante, ce qui va faire progresser le jeu. Et surtout, vous comprenez que ça va accélérer le jeu. Effectivement, on avance le narrateur à chaque fin de journée quand tous les joueurs ont dépensé leurs 7 heures. Mais on va aussi avancer le narrateur à chaque fois qu'on va tuer un monstre et l'envoyer sur cette case. Donc il faudra bien gérer le nombre de monstres que l'on peut tuer sans accélérer trop le scénario et nous laisser le temps de réaliser différentes actions. Et donc tout va se jouer là-dessus, sur gérer l'avancée des monstres pour pouvoir les tuer correctement. Mais nous venons de voir qu'effectivement, il est très difficile d'arriver à tuer un monstre tout seul. Heureusement, plus tard dans la partie, passé votre premier combat que vous serez obligé de faire comme ça dans ce scénario d'initiation, eh bien vous aurez le droit de vous mettre à plusieurs pour combattre un monstre. Pour combattre à plusieurs, eh bien, il suffira d'être tous les deux sur la case du monstre. Donc par exemple, c'est au joueur bleu, hop, il dépense 1 heure pour venir combattre ce monstre. Il ne peut pas l'attaquer tout de suite, donc on passe au joueur suivant, jusqu'à ce que ça arrive au joueur jaune qui pourrait décider lui aussi d'avancer d'une case pour rejoindre lors du combat. Il ne peut pas non plus lancer le combat. On continue jusqu'à ce que ça revienne au joueur bleu qui pourrait décider d'initier le combat. Comme il a un joueur sur la même case que lui pour combattre le monstre, il peut, s'il le souhaite, appeler l'autre joueur à sa rescousse, et ce joueur peut décider ou non de participer au combat. Si les deux joueurs participent, eh bien, ils vont lancer leurs dés et cumuler en fait leur force de combat par rapport au monstre, ce qui le rend nettement plus facile à tuer, et surtout en moins de temps, car ils auront moins besoin de dépenser des rounds de combat pour pouvoir parvenir à le tuer.
Mais parlons quand même de récompenses. Si on tue les monstres, ça fait avancer le narrateur, mais ça va aussi nous permettre de gagner en fait quelques petits bonus. Si je tue un gore qui se trouve à ce niveau-là, je peux gagner 2 ors ou je peux gagner 2 points de volonté. Le joueur choisit et il peut même répartir entre les deux, dire qu'il ne gagne un or et un point de volonté, donc ça permet de regagner de la vie. Si on est plusieurs à avoir tué le monstre, eh bien on se répartit ces points entre les joueurs comme on le souhaite et ça se fait à la discussion. Et évidemment, plus les monstres sont forts, plus ils ont une force importante qui va s'ajouter à leur lancer de dés, plus peut-être ils vont lancer des dés aussi, peut-être parfois qu'ils lanceront des dés noirs, on vous expliquera au fur et à mesure des scénarios quel monstre a droit de lancer quel dé. Et par contre, évidemment, les récompenses sont plus intéressantes, pouvant aller jusqu'à 6 de volonté et 6 ors à récupérer. Pour finir, parlons des capacités spéciales des personnages. Alors, pour le nain, sa capacité spéciale est de récupérer des points de force pour moins cher que les autres joueurs. Nous avons vu qu'on peut acheter des points de force pour 2 pièces au marchand qui se trouve dessiné sur le plateau de jeu. Il y a effectivement 3 cases de marchands sur le plateau de jeu principal. Eh bien, le nain aura le droit d'acheter des marchandises à ses copains nains sur cette case-là en particulier, la 71. Et lorsqu'il achète des points de force ici, il les achète 1 au lieu de 2. Donc voilà son avantage. Pour le guerrier, sa petite capacité spéciale est de gagner 5 points de volonté lorsqu'il vide un puits au lieu de 3. Effectivement, tous les puits du jeu permettent de gagner 3 points de volonté. Lorsqu'on boit à un puits, on le retourne face cachée. Ce n'est que à la prochaine journée qu'on le remettra face visible sur sa case, toujours à condition qu'il n'y ait personne sur cette case, enfin pas de personnage joueur. Et donc le guerrier, lui, peut gagner 1, 2, 3, 4, 5, directement 5 points, en fait, en avançant ici, ce qui va lui permettre, en fait, d'arriver rapidement sur la dernière ligne, lui permettant de lancer 4 dés de combat, évidemment, c'est un guerrier. Pour l'archer, sa capacité spéciale, alors déjà il lance pas mal de dés, mais il va lancer ses dés un par un. Effectivement, lorsqu'il va faire un combat, imaginons par exemple qu'il n'ait 9 points de volonté, eh bien il va devoir lancer son premier dé, et décider est-ce qu'il garde ce dé, ou est-ce qu'il décide de lancer un dé suivant. Si par contre il décide de passer au dé suivant, il ne pourra pas utiliser le premier. Donc là par exemple, 2, j'imagine que je vais réussir à faire mieux. Donc je relance mon deuxième dé. 1, malheureusement c'est moins bien, donc je décide d'en lancer encore un autre. 2, ah ben vraiment c'est pas terrible, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je tente une dernière fois? Hop, je tente une dernière fois, j'ai réalisé un 5, et bien là c'est bon, je garde en fait ce dé, je suis obligé de le garder puisque c'est le dernier que j'ai lancé. Si par contre j'avais fait mon 5 en troisième lancé, et bien là j'aurais peut-être réfléchi à me dire est-ce que je tente de faire 6 ou est-ce que je préfère m'arrêter là pour garder 5. 5 plus ma force, toujours pareil, ça va donner ma puissance d'attaque contre le monstre. Deuxième capacité de l'archer, ce joueur va avoir le droit d'attaquer les monstres à une case de distance. Normalement, il faut être sur la case du monstre pour avoir le droit de l'attaquer. Et bien l'archer, s'il se trouve à une case de distance du monstre, il aura le droit de l'attaquer, ce qui en fait un personnage sympathique pour du soutien, par exemple. Si un joueur combat, eh bien il aura le droit d'appeler à sa rescousse, par exemple l'archer, pour pouvoir combattre aussi. Même s'il a une case de distance, on pourra quand même faire un combat de groupe dans ce cas particulier. Enfin, le magicien, eh bien le magicien ne lance qu'un dé. Il n'a qu'un seul dé à sa disposition, quels que soient ses points de volonté, il n'en lancera qu'un seul. Alors c'est quand même pas super, effectivement, car il va pouvoir faire souvent des dés bien pourris. Mais son avantage, c'est qu'après avoir fait un lancer, il a le droit, s'il le souhaite, de le placer sur sa face opposée. Donc par exemple, s'il a lancé et qu'il a réalisé un 2, eh bien, il aura le droit de dire « Hop, je change mon dé de face, je suis obligé de prendre la face opposée, et donc ça me fait 5. » S'il fait un 1, ça se transformera donc en 6. S'il fait un 3, ça se transformera donc en 4, et inversement, évidemment, s'il fait 4, 5 ou 6, il n'a aucun intérêt à le retourner. Deuxième avantage, s'il combat en groupe avec un autre héros, il aura le droit de retourner le dé d'un autre héros au lieu du sien.
En revanche, il faudra effectuer le tour de jeu de combat dans l'ordre du tour, c'est-à-dire que le premier joueur qui initie le combat va lancer ses dés en premier. Si ce n'est pas le magicien, il devra décider en premier en fonction du lancer de ce joueur, s'il décide de retourner un de ses dés avant de passer à lui. Il n'a pas le droit en fait d'attendre son tour à lui pour lancer. Si c'est lui qui initie le combat, il devra décider tout de suite s'il l'utilise sur lui avant qu'on passe au lancer du joueur suivant participant au combat. Voilà donc pour Andor, un magnifique jeu de Michael Menzel, vraiment très sympathique. Alors Michael Menzel, c'est un illustrateur bien connu qui a fait l'Âge de Pierre, qui a fait plusieurs colons de Catane. C'est d'abord un dessinateur, un illustrateur qui en fait vient juste de passer de l'autre côté de la barrière et est devenu créateur de jeux avec Andor. Et pour un premier jeu, eh bien c'est un excellent jeu de coopération. Qui raconte vraiment une histoire et où il faut beaucoup réfléchir. C'est le jeu qui a gagné le jeu de l'année à Cannes en 2013, donc c'est quand même pas rien. Et donc je ne saurais que vous conseiller de tester cet excellent jeu avec plusieurs scénarios qui se déroulent. 2 des scénarios présents dans la boîte sont renouvelables, c'est-à-dire qu'ils offrent des conditions différentes de tirage de cartes et de monstres qui arrivent, donc ils sont un petit peu différents les uns des autres. Et il y a déjà des scénarios qui sont téléchargeables et trouvables sur le site de l'éditeur. Donc voilà, un jeu où on passe beaucoup de temps à discuter entre les joueurs. Effectivement, chaque action est importante. Là, je ne peux pas vous le montrer, mais en général, les scénarios se terminent vraiment à l'extrême limite. Il ne nous reste plus qu'un tour de jeu avant d'arriver sur le N et précipiter la fin de partie. Et il faut qu'on se dépêche de réaliser les dernières actions nous permettant de l'emporter. C'est très très chaud, c'est très très bien calibré. Vraiment un excellent coopératif. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.